Bonsoir Stéphanie Frappart. Bonsoir Jacques. Merci d'être dans notre séquence Les décideurs du sport, parce que quelque part vous décidez, quelque part vous prenez des décisions, quelque part vous pouvez rendre des gens heureux, vous pouvez aussi rendre des gens malheureux, enfin je parle d'un résultat ou d'une équipe de football, etc. Est-ce que vous êtes conscience quelque part que vous avez une responsabilité quelquefois souvent écrasante quand vous dirigez un match de football ? Alors, je ne sais pas si on se met cette pression-là ou si on peut dire qu'on a en tête un peu la pression autre. On sait qu'on décide, mais on sait aussi que voilà, ça fait partie, c'est du foot, quoi. C'est un jeu et il y aura des gagnants, il y aura des perdants, mais ça fait partie du rôle d'arbitre de décider. Vous décidez souvent quelque part quelque chose qui peut éventuellement vous surprendre ? Dans le foot, on a, je sais pas, 400, 500 décisions dans un match. Parce que quand on ne décide pas, entre guillemets, c'est une décision. C'est-à-dire de laisser jouer ou de ne pas siffler une faute ou quelque chose, c'est une décision. Donc en fait, dès qu'on rentre sur le terrain, on sait qu'on va décider de plein de choses. À quel moment vous avez décidé, parce qu'à un moment vous avez décidé pour vous aussi, à quel moment vous avez décidé de devenir arbitre ? Il y a forcément eu une bascule. Ouais, il y a une bascule. J'ai commencé à jouer à l'âge de 10 ans dans un club de foot féminin à l'AS Herblay. Et en fait, je jouais. Puis à un moment, j'ai voulu apprendre les règles. En fait, je me suis dit, pourquoi pas aller un peu comprendre l'essence du foot. Et du coup, je me suis retournée vers mon district. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé d'aller vers mon district. J'ai fait une formation un peu théorique et j'ai commencé à arbitrer. Donc voilà, c'est là où j'ai décidé de prendre le sifflet de moi-même. Et ça vous a passionné tout de suite ? Ouais, tout de suite, je me suis retrouvée sur des matchs de Benjamin, Poussin, donc sur du foot à 7. Et tout de suite, j'ai été au cœur du jeu et voilà, peut-être à la fois d'être au milieu, de décider et d'être partenaire du jeu, ça m'a plu. Alors, vous êtes considérée comme l'une des arbitres féminines, l'une des meilleures arbitres du monde. Il ne faut pas se voiler la face, même si quelquefois vous en rigolez, etc., et vous le tournez un petit peu en dérision. Mais c'est vrai que vous avez presque réussi toute votre carrière, même si elle n'est pas encore terminée. Vous avez fait des choses magnifiques. Oui, après, on voit le côté émergé de l'iceberg, parce que forcément, on voit la réussite, on voit un peu moins les échecs ou les difficultés dans lesquelles on peut se trouver quand on est arbitre. C'est-à-dire que tous les matchs, tout n'est pas réussi, et on est tellement perfectionniste dans l'arbitrage que forcément, même dans ces réussites, on trouve un petit peu des choses à redire. Est-ce que quelquefois, il vous est arrivé de vous dire « Ah, là, je crois que je me suis trompé », après le match, hein ? Oui, parce que pendant le match, forcément, quand on décide, on se dit qu'on a pris la meilleure décision qu'il fallait. Et après match, quand on voit peut-être des fois des tournures de match, peut-être qu'on a raté un coche qui fait que le déroulement de la rencontre part dans une autre direction. Vous réalisez le rêve de votre vie ? Je ne sais pas si je réalise le rêve de ma vie. En tout cas, j'ai peut-être du mal à réaliser ce qui se passe actuellement. Ça, c'est sûr, parce que quand on est compétiteur, on veut toujours plus. On veut toujours plus, sans savoir ce qu'est demain. Vous étiez à la Coupe du Monde au Qatar. Ça s'est bien passé. Ça fait partie déjà des grands souvenirs de votre carrière. Oui, la Coupe du Monde, on sait très bien qu'une Coupe du Monde, pour un joueur, pour un spectateur, pour n'importe qui, la Coupe du Monde, c'est fabuleux, parce que c'est la plus grosse compétition au monde, quel que soit le sport, celle qui est la plus regardée, celle qui est médiatiquement la plus importante, à la fois pour les médias, pour les joueurs, pour le monde entier, en fait. On va revenir un petit peu sur votre carrière. Bon, la première fois où vous arbitrez en division d'honneur, vous vous dites, c'est pas mal quand même. Oui, surtout à la Ligue de Paris, parce qu'à la Ligue de Paris, on va dire, il y a un niveau relevé. On sait très bien que dans certaines ligues, il y avait dans le Nord à l'époque, à Paris, en Méditerranée, où c'est des grosses ligues avec un gros vivier de joueurs, donc forcément il y a plus de concurrence et donc le niveau est plus important. Donc oui, c'est une première belle étape. Et après, le national, la Ligue 2, la Ligue 1, enfin je veux dire, tout ça arrive tranquillement mais sûrement, je serais tenté de dire. Ouais, je pense que j'ai bien été accompagnée, donc j'ai parcouru tous les niveaux. À l'époque, du CFA 2, du CFA, du national, la Ligue 2, et puis je suis restée 5 ans en Ligue 2. Peut-être qu'à un moment, je me suis dit peut-être que j'aurais pu monter plus vite. Mais au final, d'être restée 5 ans en Ligue 2, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'être armée quand je suis arrivée en Ligue 1, et la Ligue 1 s'est ouverte naturellement. Comment ça se passe dans votre vie avec vos copains, vos copines? Vous leur dites je suis arbitre de football, je suis arbitre professionnel. Est-ce qu'il y a un clin d'œil? Est-ce qu'il y a un sourire? Ou tout le monde est hyper content pour vous?
Ouais, les gens sont contents, émerveillés, entre mais guillemets. surpris aussi. Surpris, un peu moins. Au tout départ, quand j'ai commencé l'arbitrage, oui, beaucoup surpris de voilà, être arbitre. C'est pas la vocation première quand on est passionné de foot. On dit souvent que voilà, on rêve plutôt d'être Kylian Mbappé ou Eugénie Sommer, mais pas d'être Stéphanie Frappart ou Clément Turpin. Ça, c'est la réalité. Après, quand on voit le chemin parcouru, tout le monde est fier et tout le monde se dit que voilà, l'investissement que j'ai eu dans l'arbitrage, il a payé. Comment vous la vivez, cette notoriété? Parce qu'on vous connaît, dans le monde du football notamment, on vous connaît dans le monde entier. Ouais. Vous en êtes conscient quand même, vous le savez. Oui, j'en suis consciente. Ça, depuis, on va dire, 2019, avec mon premier match de Ligue 1, c'est là où ça a changé en termes de notoriété, parce que forcément, la Ligue 1, c'est la lumière. C'était aussi en 2019 la première fois qu'on voyait une femme, même s'il y en a eu en Allemagne ou en Suisse, mais en France, voilà, sur un grand championnat européen. C'était la première. Après, de suite, c'est basculé sur la Supercoupe. Donc rapidement, encore plus en lumière d'un point de vue mondial. Et c'est là où toute la notoriété, elle a basculé. Alors ce qui est important aussi, c'est que le regard des gens a changé forcément. Oui, le regard des gens a changé. Toujours... Mais c'est toujours bienveillant, j'ai l'impression. C'est ce que j'allais dire. C'est toujours dans la bienveillance. À part, quelques supporters. Mais après... J'allais dire, ça fait partie aussi de l'arbitrage, d'avoir un peu des endroits où on est moins bien accueilli que d'autres dans certains stades. Mais en tout cas, c'est toujours bienveillant quand je croise quelqu'un dans la rue ou autre. Voilà, c'est toujours content de me voir, voilà, de partager un peu d'expérience et de prendre quelques photos. C'est incroyable ce qui vous arrive. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Je regarde votre CV, je regarde vos débuts à la SR Blé en tant que joueuse. Après votre formation à Pierrelet, c'est hallucinant même. Non, mais c'est hors norme. C'est sûrement hors norme. Je pense que quand j'ai commencé l'arbitrage il y a 26-27 ans maintenant, je ne pensais pas arriver là où je suis. Et même encore aujourd'hui, si 6 mois en arrière, on m'aurait dit que j'allais à la Coupe du Monde, je ne l'aurais pas cru. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui est important. C'est que d'abord, on pense, et vous l'avez dit très justement, Stéphanie, on pense à la télévision, on vous voit à la télé, on vous voit prendre une décision, on vous voit répondre aux interviews, etc. Mais tout ça, c'est du travail. Ça ne se fait pas par hasard. C'est pas venu comme ça par accident. Non, c'est pas par accident. Vous entraînez beaucoup. Je voudrais qu'on insiste là-dessus. Oui. Alors, l'arbitrage, c'est pas seulement on prend son sac et on arrive au stade. Il y a toute une partie athlétique, forcément, parce que les joueurs, ils s'entraînent, donc les arbitres doivent s'entraîner. Et voilà, nous, on est suivis athlétiquement par un préparateur physique et voilà, on s'entraîne tous les jours comme un joueur pro. On a tout ce qui est cette analyse un peu technique des équipes, l'analyse tactique pour savoir où on met les pieds dans un match aussi. Et toute l'analyse technique, c'est que nous, on a aussi le bagage des lois du jeu, de comprendre les décisions et d'être à la fois uniforme avec tous les arbitres de Ligue 1. Par exemple, là, on est à Clairefontaine, ouais. Au centre d'entraînement de l'équipe de France de football, et notamment des arbitres. Vous êtes en stage, vous vous entraînez, vous assistez à des réunions, vous assistez à des conversations. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes toujours dans votre histoire. Vous en sortez presque jamais. On est toujours dans la formation, dans l'arbitrage. En fait, on se forme à la fois sur le terrain, mais en dehors, donc un peu comme les joueurs qui sont réunis à chaque séance d'entraînement. Nous, voilà, on est quasiment tous les 3 semaines ici à Clairefontaine, à la fois sur la préparation athlétique, sur voilà, le retour des matchs de Ligue 1 qui se sont passés, quelques décisions, de l'analyse technique entre nous. Voilà, pour progresser les uns et les autres, on a besoin de s'enrichir les uns des autres. Et après, d'un point de vue tactique, voilà, de repartir sur une journée de championnat derrière. Alors, je voudrais qu'on parle de la formation, parce qu'on parle de la formation des footballeurs, on parle de la formation des footballeuses. Je voudrais qu'on parle aussi de la formation des arbitres. Il y a, chez les hommes, chez les femmes, on forme des arbitres. En tous les cas, dans les districts, on essaye de convaincre des jeunes hommes ou des jeunes femmes à devenir arbitres. Oui, de toute façon, la première porte, c'est d'aller chercher des nouveaux arbitres et on les forme à la base, à la fois à la partie, entre guillemets, théorique, mais maintenant, on est plus sur la partie pratique, en fait. La partie théorique est forcément importante, mais la partie pratique est forcément, parce qu'un joueur, on ne l'emmène pas tout de suite à savoir quelles sont les lois du jeu, on l'emmène à jouer. Donc l'arbitrage, les nouvelles pratiques, maintenant, c'est d'emmener les arbitres tout de suite arbitrer pour qu'ils puissent faire eux-mêmes le choix de rentrer dans l'arbitrage. Alors, on dit souvent qu'on manque de dirigeants, qu'on manque de bénévoles,
qu'on manque d'arbitres. Ouais. C'est vrai que vous manquez d'arbitres quelque part. Oui, bien sûr, parce que bon, la période qui est passée avec le Covid a fait que certains ont fait des choix un peu différents par rapport à l'arbitrage, ceux qui étaient engagés. Et forcément, comme j'ai dit au départ, c'est pas une vocation. C'est pas une vocation parce que quand on voit la violence dans les stades, on voit la violence sur les terrains, et ben on n'a pas trop envie de s'engager. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes joueurs, les jeunes joueuses essayent l'arbitrage. Après, chacun fera son choix d'y rester ou pas. Mais en tout cas, on ne peut pas décrire l'arbitrage sans tester. Alors, j'imagine qu'une gamine d'aller de 12-13 ans vient vous voir parce qu'elle vous a reconnu ou elle vous a vu sur un stade, etc. Et elle vous dit « je veux devenir arbitre ». Quel est le premier conseil que vous lui donnez? Le premier conseil, je lui dis de rapidement aller sur les terrains. Parce que c'est comme ça qu'elle saura si elle veut vraiment devenir arbitre. Apprendre sur le tas, comme on dit. Apprendre sur le tas. C'est comme ça que moi j'ai appris et c'est comme ça que je suis restée dans l'arbitrage. C'est de s'essayer tout de suite pour voir si on aime. Mais au moment où vous avez pris la décision de devenir arbitre, je veux dire, il y a eu un cheminement quand même intellectuel dans votre vie, parce que avant vous alliez au stade, il y avait le vestiaire, on jouait au football, il y avait les copines, etc. Là, vous rentrez dans un milieu qui est quand même un petit peu différent. Oui, Pas oui. trop? Non, pas trop, parce que on est tous passionnés de foot quand on est arbitre. À la base, c'est cette passion-là qui fait qu'on arrive dans l'arbitrage. Après, à chacun avec des chemins différents. Est-ce que c'est par le biais qu'il manquait un arbitre sur le terrain, par le biais où il y en a qui ont des familles dans l'arbitrage? Moi, ma volonté, c'était plutôt de comprendre le sport au tout début, et puis après, je me suis lancée. Quand vous dites à vos parents « je veux devenir arbitre », vous vous souvenez de leur réaction? Ils ont été étonnés? Déjà, à la base, quand j'ai dit à mes parents je veux jouer au foot, voilà. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés parce qu'à l'époque, il y a 26 ans en arrière, une fille qui dit je veux jouer au foot, même s'ils m'ont toujours accompagnée, ils m'ont toujours vraiment accompagnée dans le sens de je mets pas de barrière, tu fais ce que tu as envie de faire. Donc après, quand j'ai été vers l'arbitrage, je pense que d'être passé par le foot de 3 ans avant et de continuer à jouer et d'arbitrer, je pense que c'était aussi vu comme une prise de responsabilité. Parce qu'à 13 ans, de dire j'ai envie d'être arbitre et de prendre ses responsabilités, je pense que elle a décidé. L'arbitrage, je serais tenté de vous dire, vous occupe à 98% de votre vie. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez? Le cinéma? Parce qu'on vous connaît moins, je veux dire, qu'est-ce que vous aimez? Le cinéma, le théâtre, la famille, il y a forcément des... Quelles sont vos portes de sortie en dehors de l'arbitrage? Je vais faire un petit break. La porte de sortie, pour moi, c'est la famille. C'est la famille parce que c'est le temps qu'on n'a pas dans l'arbitrage et qui, entre les voyages et autres, fait qu'on passe du temps en dehors de la maison. Donc moi, c'est vraiment la famille qui ressource. Et vous aimez voyager? Oui, voyager pour l'instant pour l'arbitrage, je suis plus en contrainte. Mais je pense qu'à l'avenir, une fois l'arbitrage passé, on essaiera d'aller ailleurs. Est-ce que vous considérez que vous vivez actuellement les plus beaux moments de votre vie? De ma vie, je ne sais pas, mais en tout cas du côté votre vie dans l'arbitrage. Ouais. Dans ma vie arbitrage, oui, je pense. Parce que de ce que j'ai vécu depuis 2019 et puis la Coupe du Monde récemment, je pense que c'est les meilleurs moments de l'arbitrage, même si on se souvient toujours de nos débuts, que ce soit au tout départ ou que ce soit en Ligue 1. Ce qui est important aussi, Stéphanie Frappart, c'est que vous donnez envie à ces jeunes garçons, à ces jeunes filles, de devenir arbitre parce que vous êtes, moi c'est l'impression que j'ai, vous êtes toujours positive. Oui, parce que... c'est votre tempérament déjà. Voilà, c'est mon tempérament et l'objectif c'est de prendre du plaisir. Et de prendre du plaisir sur le terrain, c'est l'essentiel. Et j'ai toujours dit, quand je vais dans les formations d'arbitres ou quand je rencontre des arbitres, chacun fera les choix qu'il a envie, mais on a besoin d'arbitres de district, on a besoin d'arbitres de ligue et d'arbitres de haut niveau. Mais avec les contraintes et l'investissement qu'on peut mettre, chacun trouvera sa place pour s'épanouir. Alors, ce qui est important aussi, c'est la concentration. Parce qu'on parle du physique, on parle du moral, on parle de beaucoup de choses concernant l'arbitrage masculin ou féminin. Je crois que l'une de vos forces, si je peux me permettre, c'est que vous êtes hyper concentré. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous sortir de votre match, à vous déstabiliser. L'arbitre, c'est à la fois ça, parce qu'il faut être concentré, mais aussi mentalement très fort, parce qu'on se retrouve dans des situations pas faciles à gérer. Il faut décider en moins d'une seconde, assumer des décisions, et des fois, quand on va à la VAR, c'est changer sa décision. C'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce recul et cette analyse d'esprit
d'aller à l'encontre d'une décision. Alors, je vois qu'on parle de la VAR, justement. Alors, il y a des gens qui critiquent, il y en a des gens pour, contre. Comment vous vivez avec ce nouvel élément? Parce que vous le dites très justement, vous prenez une décision. La VAR peut la remettre en question. Psychologiquement, il faut l'assurer aussi. Non, après, il ne la remet pas forcément en question. C'est que nous, avec les images, on analyse la situation peut-être de manière différente, parce que sur le terrain, on prend une décision avec des angles de vue qui sont peut-être différents, avec une analyse rapide et en moins d'une seconde. Là, moi, je vois la VAR très bien, parce que c'est une bouée de sauvetage. C'est une bouée de sauvetage pour nous. Sécurisant. Oui, c'est sécurisant. C'est sécurisant parce qu'on sait que s'il y a une grosse erreur, on sera rappelé et on pourra la corriger immédiatement. C'est dur à gérer, ça? Moi, je préfère être appelé par la VAR et corriger une erreur que d'avoir une difficulté derrière médiatique à assumer alors qu'on aurait pu la corriger par la VAR. Qu'est-ce qui a changé dans l'arbitrage à l'occasion de ces 10 dernières années en dehors de la VAR? Plus de conditions physiques, plus des arbitres, des arbitres au service du jeu. On essaye de ne pas être les stars du match, mais plutôt de laisser les joueurs s'exprimer et de fluidifier ce jeu-là. Oui, quand vous dites les stars du match, ok, je suis d'accord, mais sauf que vous êtes devenue star parce que vous êtes la seule femme à avoir déjà réussi des performances étonnantes. Donc la starisation, puisqu'on en parle, elle n'est pas forcément à cause de vous. Elle est à cause aussi de votre personnalité. Elle est à cause du fait que vous êtes la première femme à avoir autant réussi en France. Vous êtes la première femme en France. Vous le vouliez ou non, si ça vous plaît ou non, c'est comme ça. Donc il faut l'assurer, ça aussi, il faut l'assumer. Oui, il faut l'assumer, mais j'ai jamais été le porte-drapeau un peu féministe de l'arbitrage. J'ai plutôt toujours voulu qu'on regarde par le biais des compétences et des qualités. Et au départ, j'étais peut-être un peu mise en valeur par rapport au côté de la femme, mais maintenant dans les stades de Ligue 1 ou même en Europe, je suis vue par le biais de l'arbitre, et c'est toujours ça que j'ai voulu défendre. Vous êtes très féministe? Non. Par contre, je suis pas dans le combat, mais dans la volonté qu'on puisse donner sa chance à des femmes de pouvoir montrer qu'elles ont des qualités. Voilà, je ne suis pas pour les quotas, pour avoir plus de femmes si elles n'ont pas les compétences d'y être. Merci Stéphanie Frappart. Merci Jacques. Merci de nous avoir reçus ici à Clairefontaine. À très vite sur les terrains. Merci. Et puis je vous souhaite vraiment encore plein de Coupes du Monde, plein de matchs de Ligue des Champions. Ouais. Une finale de Coupe de France, comme l'année dernière. Oui, une déjà dans sa carrière, c'est déjà exceptionnel. Pas mal, hein? Ouais, Nantes-Nice. c'était pas mal. Moi, je m'en souviens. Ouais. En plus, ça s'est bien passé. Très bien, oui. Et on a eu la chance de vous interviewer quelques jours avant. Ouais. À bientôt, Stéphanie Frappart. Merci, à bientôt. Merci d'avoir reçu Europe 1 ici à Clairefontaine.